Esprit libre, esprit curieux, esprit bavard, esprit nomade, bien le bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre feuilleton Culture Club pour vous emmener bien sûr en voyage. Et bien justement, voyage, comme nous sommes dans les voyages immobiles, il sera question d'un très bel ouvrage pour démarrer la rencontre, le vol de nuit de ce soir et qui a pour titre « Raconte-moi les Aurès ». C'est un très bel ouvrage qui a été réalisé avec l'étroite collaboration du Haut Commissariat à la Mésérité. Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'avoir pour la première fois sur notre plateau Rachid Hamatou, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous retrouver Rachid Hamatou. Vous êtes journaliste, reporter, photographe, auteur de ce bel ouvrage, encore une fois, qui nous fait découvrir, ou du moins redécouvrir les Aurès comme vous ne les avez jamais vus. Merci d'accepter notre invitation et de poser vos valises sur notre plateau. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec une garde rapprochée assez importante. Vous nous avez ramené avec vous un ami mais également un collègue, un auteur, un chercheur, mais également en histoire et en patrimoine, mais également un traducteur. On a eu du plaisir à le lire à travers l'un des plus beaux ouvrages, l'une des plus belles moissons livresques de Wassine El Harj, à savoir, bien sûr, Femme sublime. Merci d'être avec nous, Sultan Sabri. Un plaisir de vous avoir. Nous parlerons bien sûr de patrimoine avec vous. Est-ce qu'il est réellement mis aujourd'hui en valeur, en exergue? Il y a un travail de valorisation, oui, non, allez savoir, en matière, bien sûr, de patrimoine, je le rappelle encore une fois, archéologique et linguistique. Eh bien, vous répondrez à ces questions et bien d'autres tout au long de l'émission de ce soir. Merci d'être avec nous, Sabri Sultan. Troisième invité pour la rencontre de ce soir n'est autre que Halim Zenati. Bonsoir. Voilà, voleur d'images, Halim Zenati, photographe, auteur de plusieurs ouvrages, à fleur des mémoires, c'était vous, Chronique algéroise, c'était également vous, Nervure, avec Raouti Pharaon qui nous a quittés il y a quelques années de cela déjà, à travers l'un des plus beaux jardins du monde, à savoir le jardin d'essai qui est bien sûr face à la mer. On avait provoqué une émission sur la mémoire photographique, vous et moi, il y a de cela quelques mois, et je vous avais posé la question à savoir, est-ce que justement vous restituez la mémoire photographique? Vous aviez un peu de doute. J'ai recusé. Voilà. Je vous ai dit non. Et là? Et je suis revenu, je me suis dit, Karim Amiti, il a raison. Eh ben, on va revenir entre autres sur l'une de vos actualités. C'est bien sûr une grande exposition qui retracerait, ou du moins qui retrace l'histoire de la photographie algérienne. Donc des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Ça se passe à Berne, pas loin du moins de Berne. Est-ce qu'on peut réellement parler d'un patrimoine photographique chez nous? Dès qu'il est question de patrimoine photographique, si vous le permettez, Halim Zenati, il est question de manque de données dans laquelle on peut puiser. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des expositions, du moins des espaces entièrement consacrés à la photo, comme des musées? Ça n'est malheureusement pas le cas. Des manifestations dédiées à la photo, grand point d'interrogation. La photo journalistique, à un moment donné, dans les années 90, a tout emporté sur son passage, faisant abstraction de la photo artistique. Eh bien, nous allons poser ces questions et bien d'autres aux grands curieux que vous êtes. Merci d'être avec nous, Halim Zenati. Puis nous vous emmènerons voir une exposition qui a pour titre Hommage, avec un S. Lui a quitté l'Algérie il y a de cela bien longtemps, mais il a toujours porté dans son cœur et dans ses créations, entre photos, entre installations et entre peintures. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre troisième invité, c'est Abdelhalim Bouchalfa. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Hommage, il est question vous êtes dans quelle approche? Une approche philosophique, une approche plastique, une approche photographique? Eh bien, l'Algérie toujours et encore, vous me disiez, en particulier cette Algérie tourmentée, à travers cette dernière exposition qui se poursuit en ce moment même donc à la galerie Iflou jusqu'au 30 de ce mois. C'est toute l'Algérie, c'est toutes les tourmentes que vous restituez à travers cette exposition. C'est un hommage, on peut dire, depuis que j'ai quitté l'Algérie. Mais l'avez-vous réellement quitté l'Algérie? J'ai pas cette impression. On peut dire que elle est présente dans tout. Je l'ai jamais quitté, c'est vrai. Je l'ai jamais quitté, c'est la vérité. Peut-on la quitter? Non, franchement, je l'ai jamais quittée, mais elle était toujours dans mon cœur. Et dans vos créations? Mais c'est vrai, dans mes créations, je rends hommage toujours à ma famille, à l'Algérie. Et à ces anonymes. Exactement. Qui sont morts dans cette décennie noire et rouge. Merci d'être
d'être avec nous, Abdelhalim Boukhalifa. C'est gentil, merci. Et puis, cinquième et dernier invité pour en revenir à ce chiffre 5 qui nous accompagne depuis fort longtemps. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Amel Barak Qasmi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes galeriste un an déjà. Nous allons faire le bilan, même s'il est c'est court, un an dans l'histoire d'une galerie. Hein. Oui, c'est très court. Très court. Oui, mais c'est également très problématique. Mais vous tenez également le coup et c'est la raison pour laquelle on voulait dialoguer avec vous. Rick m'a dit la première fois, la rebelle. Oui. Et je suis une passionnée, alors j'arrête pas. J'aime mon métier et j'arrête La Kahina des temps modernes est de retour. Merci d'être avec nous, Amel Barak Qasmi. Vos questions et vos réactions sur cultureclub@entv.dz. Alors donc, je vous le disais, au sommaire de l'émission, un bel ouvrage qui nous emmène en voyage pour découvrir cette autre Algérie, cet autre visage de l'Algérie. Un ouvrage pour lequel on a eu un coup de cœur et que nous sommes venus partager avec vous. Raconte-moi les Aurès. Je le rappelle, de Rachid Hamatou. Ahkid el Aurès, c'est un ouvrage lourd dans tous les sens du terme qui a été réalisé avec l'étroite collaboration du HCA, le Haut Commissariat à la Mazérité. Vous disiez dans une interview, j'écris pour ne pas laisser les autres le faire à ma place. Rachid Hamatou, vous êtes dans une forme de réappropriation, la réappropriation du jeu et du lieu également. Du jeu et du lieu et du partage aussi. Oui. Se réapproprier pour partager, pour dire autrement, peut-être de l'intérieur, ne pas partir en envoyé spécial et revenir, mais de le dire à partir de là-bas, plus profondément. La région me semble pas inconnue, mais méconnue. On croit connaître les Aurès, mais au fond, on ne connaît qu'une infime partie, très très peu. Donc j'ai voyagé et j'ai fait voyager, j'essaye de faire voyager, donner à voir, donner à lire, à écouter, à entendre. 200 km, pas moins. 200 km, c'est toutes les wilayas des Aurès. Souvent, on a tendance à parler des Aurès, on associe à Batna. Or, là, il s'agit de Batna sur Kharas, Tbissa, Khenchila, une moitié de Biskra, Oumoulbouagui. Et c'est le patrimoine matériel, immatériel, les métiers en voie de disparition, des personnes qui ont besoin de visibilité, qui ont droit à la visibilité. Donc, des Algériens lambda, méconnus du grand public. Méconnus, mais qui nous apportent beaucoup, qui apportent beaucoup à cette Algérie. Qui ont construit votre ouvrage. Ben oui, ce sont les gens qui ont refusé l'appel de la lumière, qui sont restés chez eux, qui ne se sont pas venus se bousculer dans la ville, qui ont gardé un métier millénaire. Il y a des gens qui pressent l'huile en ce moment même, comme on le faisait il y a des millions d'années, avec des moulins de jadis. Il y a des gens qui fauchent encore à la main, qui sèment à la main. Donc, je l'ai fait, j'ai trouvé un immense plaisir, mais c'est surtout la rencontre de ces gens-là qui m'a fait aimer encore plus mon Aurès. Notre patrimoine nous a toujours été donné à voir par le regard de l'étranger, entre parenthèses. Et la nouveauté dans cet ouvrage-là, c'est votre regard, enfant de la région. Un regard algérien. Tout à fait. Effectivement, on ne peut pas le reprocher. Effectivement, l'Aurès a été vu par, disons, à un moment par un colonisateur, par des gens, des ethnologues, mais l'approche n'était pas algérienne. On essaie d'algérianiser la vue et l'optique. Donc, si on va dans ce sens, on va parler à ces gens-là dans leur langue, on les connaît, ils nous reçoivent, pas comme des étrangers, pas comme des gens qui vont repartir. Et quand on se connaît, nous devenons une famille. Ils reçoivent, il y a des régions, le refuge de la Kahina, qui se trouve peut-être à 200 km de Batna. Comment y aller le matin, revenir. Donc on s'installe là-bas, il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de... On va chez les gens. Les gens c'est ce que vous dites, hein, cet ouvrage n'aurait jamais pu voir le jour si je n'ai pas été réellement prise en charge, entre parenthèses, par ces habitants des régions reculées. Exactement. Comment dire, qui sont parfois dans le dénuement, dans une pauvreté terrible, et qui vous ouvrent leurs portes pour vous offrir ces images. Et ce sont les plus partageurs, ce sont les plus démunis, les plus partageurs, qui ont offert couvert, gîte, amour, chaleur, partage.
débats, discussions. Et après la publication du livre, j'ai fait une petite tournée pour remettre à Nana Noua, à Me'li, à Belkacem, à Wanza, à Oumulbouagui, une photo, un livre avec des remerciements. Parce que sans ces gens-là, je n'aurais jamais fait ce livre. C'est impossible. Parce qu'ils me recevaient, ils m'ont ouvert leur maison, ils m'ont hébergé, et ils m'ont aimé, ils m'ont adopté même. Vous voyagez énormément, un véritable nomade des temps modernes, un globe-trotteur, j'allais pratiquement dire, à travers cet ouvrage, je le rappelle, Raconte-moi les Aurès, Ahkil el Aurès. Donc vous voyagez, vous arrêtez, vous vous immortalisez, vous nous restituez des images et des paysages, mais d'un prisme différent, j'allais pratiquement dire. Est-ce que je me trompe ou pas? Il y a surtout un prisme profondément humain que j'ai retrouvé dans cet ouvrage, Rachid Hamatou. Oui, c'est ce qu'on me disait quand j'ai commencé, et je le suis toujours, un correspondant de province. Je faisais beaucoup de proximité. Donc j'écrivais, je mettais beaucoup de sentiments. Au début, c'était peut-être un petit peu, parce que j'étais pas neutre, et je suis toujours pas neutre. Mais à la fin, on a commencé à aimer. Il y a l'approche sentimentale, je suis devenu un petit peu protecteur, défenseur de ce que je trouvais. Au début, je voyais juste superficiellement. Après, quand j'ai commencé à découvrir, à connaître, ce sont ces mêmes gens qui me contactent et qui me disent « Rachid, il y a un dernier monsieur qui fabrique des moulins. Des moulins, oui, des moulins, et je me déplace et effectivement je rencontre cette personne et on discute le plus simplement du monde. C'est aussi grâce à mon éditeur à Batna qui a collaboré, Office Gerfi, qui a collaboré avec le HCA, qui a un petit peu aidé à aller vers les lieux les plus loin parce que ce n'est pas facile. Et quand on découvre, on connaît le circuit, ça devient facile. Et on aime. C'est ça le travail de proximité, ce rapport humain dont vous parliez, auprès de gens simples, humbles, qui se battent au quotidien contre une nature hostile. Hostile. Il y a vous me rappelez les Aïf Saada, des gens qui ont les dompteurs de la montagne. Ce sont des gens chez qui je me suis rendu à 8 heures, je les ai trouvés au café. J'ai cru qu'ils ont terminé le travail, qu'ils vont commencer le travail, pardon. Or, ils ont commencé à l'appel du muezzin, le premier appel à la prière. À 8 heures, ils sont rentrés, ils allaient s'installer au café. Donc j'étais obligé de passer la nuit et repartir demain. Ils travaillent, hommes et femmes, à dos d'hommes et dos de femmes, pour travailler la terre. Aïssaada, c'est à 120 km de Batna. Il y en a qui ne se sont jamais rendus dans la ville de Batna. Mais on est également dans une forme d'ingratitude et d'omission terrible en direction de ces gens-là. C'est ce que vous dites, entre autres, dans cet ouvrage, Rachid Hamatou. Oui, bien sûr. Les oubliés de l'histoire, les oubliés de la modernité. C'est un petit peu ça, parce qu'ils méritent de la visibilité. Audibility, si ça se dit, ils méritent d'être vus, d'être connus. Pas pour devenir célèbres, pour qu'on leur reconnaisse qu'ils ont sauvé sans être militants ou quoi que ce soit. Eux-mêmes sont la source de la proximité. Vous parlez souvent de l'information, de proximité. Vous dites c'est une richesse, un gisement, une source intarissable. Oui. Ils nous ont sauvés des métiers qui auraient pu disparaître, des pratiques, un legs qui est millénaire. Le refuge de la Kahina, c'est unique. Ça n'existe pas ailleurs. Les moulins de Sefiane, les moulins de Ngaouis sont uniques. Il faut y aller. Il y a à Mdaourouch, la ville d'Apulé. Tout à fait. Et je me suis fait aider par notre ami et collègue Mohamed Farrah, que je remercie beaucoup, parce que c'est un livre de contributeurs. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué. Vous avez dialogué avec des auteurs, avec des chercheurs, avec des historiens. À qui j'ai donné, qui ont contribué, et que je remercie. Yasmine Bendaas, qui est américaine d'origine algérienne, elle a contribué par une recherche sur le tatouage. Oui, dans les régions des Aurès, c'est un ouvrage d'une richesse incroyable. Sublime. Hanan Meglati, qui est en train de se battre pour sauver les Balkans de Roufi.
Elle a terminé ses études dans une école privée d'architecture à Paris. Le monsieur... Il y a également Andrea Ambrasadoro, Oui. ce chercheur, cet anthropologue italien, qui a travaillé sur la guerre de libération également, vous en parlez. Oui, qui a une approche, parce que selon lui, nous avons beaucoup parlé des héros qui méritent, les 6 qui encore... Mais lui, selon l'approche italienne, selon lui, il faut parler aussi des faiseurs, des héros, des femmes qui ont fait des galettes la nuit, pendant toute la nuit, 500 galettes la nuit, des femmes qui n'ont plus d'empreinte, parce qu'elles ont travaillé toute la nuit, les faiseurs de héros, les passeurs de mémoire. J'ai l'impression d'écouter, parce qu'il était avec nous il y a des années de cela, René Vauthier, qui était sur ce même plateau, qui nous parlait de son film documentaire, une référence, Avoir 20 ans dans les Aurès. Avoir 20 ans dans les Aurès, on va aller vers peut-être avoir 2000 ans dans les Aurès. Oui. Voilà. Alors, vous avez mis du temps à éditer cet ouvrage. Hein. Vous n'avez pas été tendre, cela dit en passant, quand vous parlez de la bêtise humaine, de l'incompétence, du clientélisme et de l'arrogance de certains. Hélas, qui ont porté préjudice aux institutions, qui ont porté préjudice au lieu de... Je ne vais pas les juger, mais hélas, pour me faire un beau livre, on fait 20 ans, c'est beaucoup. En 20 ans, on fait 5, 6 beaux livres. Au moins. Au moins. Or, ni le ministère de la Culture, ni la NEP ne m'ont permis à publier cet ouvrage, si ce n'est le HCA. Et je nomme c'est le secrétaire général du Haut Commissariat de la Miséricorde, c'est Hachmi Assad, qui était accessible, qui m'a écouté et qui m'a offert cette occasion de publier cet ouvrage, sinon... Et ça s'appelle Raconte-moi les Aurès, je le rappelle encore une fois, en vente libre chez les bons libraires. Et vous nous donnez à écouter justement tous les contributeurs. Je parlais d'historiens, je parlais d'amoureux, je parlais de jaloux de ce patrimoine des régions du Aurès. Et des Aurésiens nous en parlent, comme par exemple Nassia Abloula, que nous saluons au passage, qui évolue en ce moment au Canada. Elle dit, quand elle parle donc justement de son rapport à ces terres arides, à cette nature, ou du moins à ces natures inhospitalières, elle dit... Mes souvenirs est à chaque fois remémoration. J'ai l'impression de toucher mon enfance du bout des doigts. Oh que c'est vrai, je plonge mes pensées dans toutes ces envies du passé. Je me vois dans les vergers, respirant l'odeur des fruits tellement mûrs qui éclataient au soleil et s'écrasaient sur le sol, libérant des effluves sucrés et acides. Aujourd'hui, d'un exil à un autre, j'ai presque oublié l'origine de toutes ces senteurs. Pourtant, est restée collée à ma mémoire l'odeur forte et étourdissante des lauriers roses qui bordaient chaque cours d'eau, qu'il soit petit ou grand, sinueux ou droit. Le pays a certainement changé d'aspect depuis mes pérégrinations infantiles, mais sans doute le même arrondi des collines, les mêmes crêtes irrégulières des montagnes, le même abricotier, les lits d'oued avec leurs lauriers roses. Or, des sentiers ont été depuis asphaltés, des sources taries, des villages déplacés, beaucoup de changements dans les lieux et les mentalités. La mémoire s'effrite comme des pans de rochers qui éclaboussent le lit des Oued. Même Khalt Ibrahim n'est plus. Je parlais de cette approche profondément humaine que vous restituez à travers les photos, mais surtout à travers les témoignages des uns et des autres. Tous ceux qui ont contribué dans cet ouvrage parlent de leur enfance. Des Aurassiens nous en parlent. Oui. Ce sont des Aurassiens qui sont partis, sauf moi. Je suis revenu, donc ils ont gardé une part d'eux-mêmes dans le bled, au bled. Donc quand j'ai demandé, c'était avec une immense joie. Il y a Nasser Abloula, Mohamed Farah, Yasmine Bendaas, Abdelkrim Ghazali, ce journaliste. L'ex-directeur de la Tribune, et aussi le regretté Bouasseda. Ah, ça c'est impossible de passer à côté de Hamid Ali Bouassida qui a obtenu entre autres le prix SHBA pour son livre 5 dans les yeux de Satan, que j'ai souvent emprunté comme titre et comme phrase récurrente dans le langage de l'animateur que je suis. Oui. Et donc vous rendez hommage. À un moment donné, on a même essayé, vous dites dans cet ouvrage, d'enfermer les Aurès dans un tableau exclusivement historique. La guerre de libération et tant d'autres dates historiques. Mais vous dites que les Aurès, c'est ça certes, mais c'est également autre chose. C'est Keteb Yassine, c'est Meshakra, c'est Nasser Abloula, c'est plein... C'est Apulé de Mador. Apulé de Mador. C'est Keteb Yassine. Et c'est Hamid Bouassida. C'est moi-même. Et une nouvelle génération de peintres, d'artistes. Et effectivement, nous sommes
les Aurès de Jugurtha, de Massinissa, de la guerre de libération. Et nous devons aussi assumer notre présent et assurer le futur, l'avenir de nos enfants. C'est une région qui mérite d'être vue, visitée, qui mérite qu'on lui donne la parole, qu'on lui donne plus de lumière, et surtout que la région revit par un immense potentiel touristique, par un retour à la terre. Il y a une oléoculture naissante, magnifique dans les Aurès. Nous allons vers le million d'oliviers. Donc évitons la carte postale. Non, vous avez échappé à cela, il faut le J'ai dire. travaillé d'arrache-pied pour ne pas faire de clichés de carte postale, sinon je refais la même erreur qui a été faite jadis. Donc je ne suis pas dans l'immédiateté, je prends mon temps pour ne pas tomber dans ce piège justement. Ça s'appelle, je le rappelle encore une fois, Raconte-moi les Aurès. Et je ne pouvais pas refermer votre ouvrage sans rendre hommage à Ahmed Ali Bouassida, je le rappelle encore une fois, auteur de plusieurs ouvrages, donc les blessures de l'âme, La dernière carte ou 5 dans les yeux de Satan, où à un moment donné, vous lui avez demandé, bien avant sa disparition bien sûr, d'écrire sur les Aurès. Il a parlé, lui, du temps de la déesse, je parle de la voiture, la déesse 19, et des roulements, encore une fois. Et il écrit... On l'écouterait presque. La nostalgie fait mal. C'est un voyage, c'est un vague sentiment de malaise où se mêle l'impression de regret et d'impuissance avant le temps lointain à jamais révolu. Batna m'inspire ce regret. Batna m'inspire ce sentiment chaque fois que j'y reviens. Et j'y reviens autant que me le permet l'éloignement dans lequel le hasard m'a enfin fixé de ce long nomadisme qui a pris fin lorsque, à mon âge avancé, ne m'autorisa plus mes fréquentes vadrouilles. Alors, quand je reviens à Batna, les images se bousculent dans ma tête selon les saisons. Avec les cousins, nous passions les après-midi caniculaires à l'ombre d'un western au Régent ou au Casino pour la somme de 1,50 dinar, le prix du ticket. Et quand le temps se rafraîchissait, on battait le pavé aux allées Boca et à la Grande Rue. On aura compris que ce fut là les noms que portaient ces avenues principales de la ville. Raconte-moi les Aurès de Rachid Hamatou, je le rappelle encore une fois, c'est paru donc aux éditions, ou du moins avec l'étroite collaboration du Haut Commissariat à la Misérité. Merci Rachid Hamatou. Autre regard cette fois-ci sur ce bel ouvrage, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Sablé Sultan. Oh, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, auteur, traducteur, chercheur en patrimoine. Parlez-moi dans quelles conditions vous avez rencontré pour la première fois ce globe-trotter qui n'est autre que Rachid Hamatou. Bon, Rachid Hamatou, je l'ai connu il y a quelques années de ça, je l'ai connu à Ouargla, je crois. On s'est rencontrés à Ouargla. Lors d'un reportage photographique? J'avais une conférence à Ouargla, il était là, il était là en tant que journaliste, il a écrit un très beau papier. Et entre-temps, avec le beau livre, parce que je ne dis pas Raconte-moi les Aurès, je dis toujours le beau livre de Rachid Hamatou. C'est un très beau livre. Vous me disiez pour la préparation de cette émission, c'est le livre qui a marqué le Salon international du livre. Oui, c'est le beau livre parce que avant qu'il soit édité, on parlait, chaque fois je lui demandais où est-ce qu'il est arrivé sur ce projet, parce que c'est un très grand projet. Ouais. Bon, mais c'est une référence. Raconte-moi les Aurès, c'est une référence touristique. C'est une référence culturelle, c'est du patrimoine matériel et immatériel, c'est les Aurès. C'est redécouvrir les Aurès. Alors, et c'est une remarque que j'ai faite et que c'était ce que j'ai vu, c'était le plus beau livre de la 24e édition du SILA. Un beau livre. Vous êtes actionnaire dans l'ouvrage? Non, non. On se pose réellement des questions. Vous n'arrêtiez pas d'en parler. Il y a la qualité du livre, la qualité du papier. Il y a la qualité du contenu. Il y a le contenu, c'est Rachid est allé plus loin. Il est allé creuser dans au fond des Aurès, parce que il y a des lieux que peut-être il n'y a pas inconnus du grand public, inconnus même des spécialistes. Ouais. Pour aller à Roufi et voir comment ils sont faites ces grottes. C'est pas donné à tout le monde. Pour aller là, aux montagnes, au fond des Aurès, parce que c'est difficile d'y arriver. C'est difficile de convaincre les gens pour qu'ils travaillent avec eux. Donc Rachid était
il a donné, et la preuve, il a donné jusqu'à qu'il a eu... C'est un enfant de la région, il faut également le dire. C'est un enfant de la région, mais il y a des enfants de la région. Mais lui, il a voulu mettre en relief, il a voulu mettre en exergue sa région, son histoire, sa géographie, ses Aurès. Tout à fait. Ses Aurès, il les raconte tellement bien. Et quel hommage il rend également aux femmes. Il a accordé 2 chapitres, je pense, aux femmes par rapport à la préservation et au patrimoine immatériel. Hein. Pour vous dire quelque chose, c'est un ami, c'est un des plus grands défendeurs des droits de femmes. D'accord. Moi, ça, je le dis. Il a beaucoup travaillé sur les femmes, il a beaucoup écrit sur les femmes, et même lorsqu'il allait voir ses reportages, lorsqu'on faisait des conférences, on faisait des sorties, là où il y a une femme, il lui donne le plus par rapport aux hommes. Comme dans l'ouvrage. Oui. Comme dans l'ouvrage. Vous aussi avez souvent travaillé donc justement sur la préservation et la valorisation de notre patrimoine à travers vos émissions sur la chaîne 2, je le rappelle encore une fois, pendant presque 30 années. J'ai passé 28 ans à la chaîne 2. J'avais une émission qui s'appelait sur les traces des pionniers, où chaque fois je prenais une personnalité culturelle, bien sûr, et je retourne sur ces traces, avec des invités qui nous racontaient, avec Baggar Hadda, avec Issa El-Jarmouni, avec Kacho, avec Simhandou Mhand. Chaque fois, il y a une personnalité oubliée, entre parenthèses, qu'il faut dépoussiérer sa vie, son vécu et tout. Et aujourd'hui, cet ouvrage, vous nous le disiez, pour la préparation de cette émission, c'est une source d'information extraordinairement importante. C'est historique, touristique. Ça, on peut l'utiliser. C'est au ministère du Tourisme, il peut l'utiliser comme pour inciter les gens à venir voir les Aurès. Les chercheurs peuvent l'utiliser pour leurs recherches dans le patrimoine et surtout le patrimoine immatériel. Là, lorsqu'on lit Raconte-moi les Aurès, c'est de l'anthropologie, c'est de l'archéologie, c'est de la mythologie. C'est la mythologie. Il y a de tout. Il y a de tout dans ce beau livre. Et la preuve que chaque fois quand je discutais avec M. Silhesh Beassad, le secrétaire général du HCA, on ne disait pas « Raconte-moi les Aurès ». On dit le beau livre de Rachid Hamatou. On l'appelle le beau livre. Lui, comme ses graveuses de mémoire, travaille sans relâche pour donc justement la préservation et surtout la circulation de toutes ces informations, de ces mémoires. C'est éterniser beaucoup de choses, éterniser les Aurès. Parce que les Aurès, actuellement, ils sont en train d'être dissous. Les Aurès, ils sont en train de perdre leur Aurès. Parce que les Aurès ont l'Aurès. C'est notre vision, bien sûr. Sans oublier cette graveuse de mémoire, nous le disions au sommaire de l'émission, Noua, la Baraka Nishenouyen. Hein. Ça, il faut également le dire. En vente libre chez les bons libraires, questions et réactions cultureclub@entv.dz. Vous travaillez sur quoi en ce moment, Sabri Sultan? Pour le moment, je travaille sur un livre sur la biographie. Vous êtes toujours sur des livres. Hein. Oui. Après avoir traduit Wassine El Araj. J'ai traduit. Actuellement, je travaille sur un livre sur la biographie de Issa El-Jarmouni. Il ne me reste pas beaucoup, peut-être dans 2-3 mois, il sera fini. Et j'ai profité de traduire Femme sublime de l'arabe Sayyidatul Maqam de Wassine El Araj en tamazirt. Lella, je lui ai donné le titre de Lella parce que Lella, vous êtes dans une forme de réappropriation. Vous êtes réapproprié. Oui, le titre, c'est le mien. Même Wassini, il m'a dit mais pourquoi moi j'ai pas pensé à ce titre? Alors durant le Sila, Wassini est venu. On a fait une lecture croisée, lui en arabe, moi en France, en tamazirt, et ça s'est bien passé. Et surtout que Wassini, c'est le volume. Lella, Wassini, vous connaissez Wassini, il travaille le volume. Les romans fleuves. Oui, et même, il y a des amis qui m'ont dit, mais pourquoi choisir Wassini? Parce qu'il a presque 300 pages. Je leur ai dit, même s'il a 800 pages, s'il a 1000 pages, c'est un roman que j'ai aimé. C'est un roman qu'il faut lire. Tout à fait. Parce que lorsqu'on lit Wassini, tous ses romans, et surtout Sayyidatul Maqam, Lella.
Et c'est en vente libre chez les bons libraires. Merci beaucoup, Sabri Sultan. C'est le NAG. Tout à fait. On l'a présenté lors du Salon international du livre. Question-réaction, cultureclub@1tv.dz. Halim Znati, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous le rappelle, photographe, auteur de plusieurs ouvrages, chronique algéroise, nervure, mais également, je le rappelle, à fleur de mémoire, mais chronique algéroise. Salut l'artiste. Salut l'artiste également. Bon, vous en avez presque 5 ou 6 ouvrages. Hein. Des ouvrages, vous en avez. Et on va revenir avec vous, si vous le permettez, sur une exposition qui va retracer l'histoire de la photographie algérienne dans quelques instants. Tout ça se passera bien sûr à Berne. À côté de Berne. Où en est-on par rapport donc justement à la préservation de ce patrimoine entre guillemets photographique écoutez, vous avez parlé de mémoire. Avant de vous répondre, je vais juste résumer tout ce qui s'est dit sur ce livre. Pour moi, c'est la mémoire des Aurès. On y revient. C'est la mémoire. Point. Ouais. Je ne dirai pas plus que c'est la mémoire. Et pareil pour moi, je me suis rendu compte que j'ai recusé un terme, vous me l'avez dit, il me semble que c'était en 2014 ou 2015, que je travaillais sur la mémoire et j'ai recusé, je dis non. Moi, je travaille sur le moment précis. Et en fait, non, vous avez raison. Il fallait juste prendre un peu de distance. Voilà. Et en fait, tout ce que j'ai fait, ça a un rapport. Tout tourne autour de cela. Oui, même maintenant, je bosse sur autre chose. J'ai fini, par exemple, mon travail sur Alger. Peut-on finir avec Alger? Ben non, justement, j'y venais. On va en parler. L'an passé, j'ai fait 2 photos, près de chez moi. 2 photos. Oui. Je viens peu de temps. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai bouclé mon dossier. Et puis, depuis hier, et en fait, je me suis rappelé, mon frère me tient au courant, par des photos, des changements d'Alger. Et donc, du coup, hier, j'étais à la place des Martyrs, j'ai vu les changements. Je vais repasser aussi Square Port Saïd, qui a été bien arrangé, etc. Et je me suis dit, continue ce travail pour la mémoire. Pour la mémoire. J'ai bouclé Alger, c'est fini. Mais je me suis dit, c'est jamais fini. Mission impossible. Voilà. Et depuis hier, je me rends compte que il y a encore des choses à prendre. Et même si... Alger ne s'est jamais livré à vous, entièrement? Si. Vous y revenez. Mais elle ne finit pas de se livrer. Ouais. Et en fait, c'est une boutade. En fait, même quand je dis, je n'ai plus envie de faire des photos, il y a des photos qui s'offrent à moi et je suis tellement timide que je ne sais pas dire non. Donc je les prends. Ouais. Ces photos, elles s'offrent à moi. Et même si dans mon travail actuel, même si j'ai fini avec Alger, je me retrouve en train de bosser encore sur la mémoire. J'ai fait des correspondances. Des correspondances entre le Brésil et l'Algérie, où en fait, pour moi, c'est le même pays, c'est les mêmes attitudes, c'est les mêmes... voilà. Mais je découvre autre chose. Je travaille sur ma propre mémoire. C'est-à-dire, je me rends compte que, ne serait-ce par exemple, hier, j'ai pris un vol de Pigeonf à la place des Martyrs, ça, tu vois, là. Au moment où j'ai fini de faire la photo, je me suis dit, mais tu en as déjà fait ça, une à Marseille et une à Grenoble. Et donc vous les faites dialoguer? Je les fais dialoguer, mais c'est après coup, je ne le prends pas comme ça. Et j'en ai, je dirais, pour le moment, j'en suis à peu près à 60 duos. Mais même, voilà, donc il y a eu Brésil-Algérie, il y a eu mes anciennes photos, les anciennes photos de cartes postales d'Algérie qui m'ont été confiées par Raoutier Faraoun, justement. Et j'ai trouvé les mêmes correspondances avec mes photos. Donc j'ai fait le lien qui est de la mémoire, et là j'en suis à ma propre mémoire personnelle. À 30 ans de différence, je trouve que il y a un photographe qui avait dit connu, je crois que c'est Henri Cartier-Bresson, il a dit qu'on fait toujours la même photo. Moi je ne suis pas d'accord avec lui, je dirais que je fais toujours les mêmes photos. Ouais. Et à 30 ans de différence. Hein. Rachid Hamatou Akiès, il est tout à fait d'accord. Alors donc justement, de Kouassi à Hafied, en passant par le regretté, il nous a quitté il y a seulement quelques semaines, Hassan Machkan. Je vous parlais en début d'émission de
patrimoine photographique. Vous me dites oui, il existe. Il existe. Mais attendez, mais quand il est question, quand on parle de patrimoine photographique, on parle d'espaces qui lui sont dédiés. Musées, espaces, expositions, festivals. On n'est pas dans ça aujourd'hui, Il n'y a rien de malheureusement. tout ça. Malheureusement, il n'y a rien de tout ça. Et vous persistez, vous parlez encore de véritable patrimoine. Il existe. Je vais juste donner quelques détails. Entre Kouassi et Ali Hafid, qui sont les plus connus, à l'époque, Nasser Mouchkan, on a commencé en 79 Ouais, tout à fait. à photographier Alger. Chacun son secteur. Il y avait Kamal Khalfallah, le 3e larron. Lui, c'était son trajet du Mougar où il travaillait jusqu'à l'Atlas, avec les petites haltes. Moi, c'était plus Bellecour, Cervantes. Chacun son quartier. Chacun son quartier. C'est non, Nasser Mouchkan, il tournait un peu partout. C'est La Dori va drouiller. Oui, parce vrai. qu'il prend des photos un peu partout. Et plus en... Je sais pas comment... on n'avait pas de code. On prenait ce qui S'offrait à vous. voilà, ce qui s'offrait à nous. Et ce qui me fait plaisir, c'est que la génération actuelle, il y en a un paquet, ils sont bien, ils bossent. C'est-à-dire vraiment, je les suis sur le net. Même s'ils n'ont pas d'opportunité, qu'ils n'ont pas de visibilité, malheureusement. Ils créent, il y a surtout les Oranais. D'ailleurs, ça a commencé à Oran. Les premiers cours de photo, ça a été fait à Oran. Le premier groupe de photographes, c'était à Oran. Et c'est après que c'est venu à Alger avec le groupe 220, où ils sont plusieurs photographes. Mais il y a aussi des jeunes photographes, hommes et femmes, qui travaillent seuls et qui continuent cette mémoire. Et je trouve sur le net, je vois ce cheminement et je me suis dit avec un grand plaisir, la relève, elle est assurée. Elle est là. Donc du coup, bon, moi j'ai arrêté de photographier Alger, mais eux ils continuent à le faire. Et pas qu'Alger, mais ils le font avec... Mais ça fait au moins une vingtaine d'années. Ali Hafid, que Dieu ait son âme, Oui. nous disait sur ce même plateau, il nous disait avoir parlé avec la ministre de la Culture, Khalida Toumi de l'époque, pour justement l'ouverture d'un musée entièrement consacré à la photo, qui n'a jamais vu le jour, d'un centre de la photo, qui n'a malheureusement jamais vu le jour, d'un festival entièrement consacré à la photo, qui n'a encore une fois jamais vu le jour. Comment vous arrivez? La seule chose qui a eu, c'était le MAMA, qui a organisé chaque année une exposition de photos. J'y ai participé à 3. Et ce qui est bien, c'est que on voit déjà là les différentes photos, mais pas forcément sur Alger. Il y a eu une année, c'était ailleurs. Sidi Ali Djennidi, il a fait sur la Chine. Moi, c'était sur les Roms en France. Il y avait Sharaf Qsaïsiya qui a fait des photos. Il n'est pas photographe, il est... technicien, ingénieur, je ne sais plus en quoi, mais ces photos qu'il a prises d'un petit peu partout, à Haïti, en Arabie Saoudite, en Égypte, etc., mais moi, c'est des photos que je reçois en pleine gueule. Voilà. Et il y a eu une autre fois, c'était avec les jeunes, il y a des jeunes qui sont vraiment, vraiment intéressants, et c'était Placeux, et je me dis, tant mieux, ça continue, un jour peut-être, Inch'Allah, il y aura un centre, etc. Mais ces photographes, même s'il n'y a pas de centre, ils sont toujours là, ils font. Ouais. Et ça, c'est superbe. Alors, on va revenir très brièvement. N'oubliez pas question réaction culture club @20tv.dz sur votre actualité. C'est cette grande exposition qui va se dérouler dans une ville en France, qui va retracer pardon, En France, en Suisse. En Suisse, pardon. Suisse. Qui va retracer pratiquement l'histoire de la photographie algérienne. Mais c'est pas voilà encore une histoire qui malheureusement sera récupérée par les autres, par l'autre, hein, par l'étranger. Et pas que. La première personne qui est en train d'écrire un livre numérique sur l'histoire de la photographie algérienne, donc j'ai eu raconté un petit peu l'histoire de photographie. Il y a une deuxième femme, une française, j'ai pas le nom en tête, je suis désolé, qui travaille sur la photographie algérienne, mais plus par le côté photo. Et puis il y a ce festival où je tombe dessus, pas par hasard, c'est une amie, Myriam Kensi, qui m'a envoyé le lien. Et je les ai contactés et j'ai même osé leur donner des noms. Je ne savais pas s'ils connaissent tous les photographes. J'ai envoyé, etc. Et un exemple, je raconte un travail que je suis en train de préparer avec Ammar Boras.
c'est sur l'histoire d'Alger, de 79 jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Avec les différences non seulement de style, mais d'époque. Lui n'a pas connu les années 80, mais moi, je n'ai pas connu les années 90. Parce que vous étiez en France. Voilà. Et du coup, on s'est dit, je me suis dit, et je l'ai appelé, je lui ai proposé croisez vos regards. Croiser les regards. Voilà. Et j'aime bien cette histoire de duo, même dans mes photos. Et j'espère que nos institutions vont réellement réfléchir et justement restituer cette mémoire photographique, par exemple, dans plusieurs musées, sur l'ensemble du territoire national, entre autres le MAMA ou le MoMA, etc. Et puis d'autres. Eh ben, on s'est entendu, je lui ai dit, comme toi tu vis ici, c'est à toi de faire les démarches. Moi, de mon côté en France, je fais les démarches avec, il y a des grandes institutions qui sont vraiment mordues de photos, le MUSEM, l'Institut du monde arabe, la Maison européenne de la photographie, voilà, il y a des sources et des ressources. Ici, moi je ne suis pas ici, je lui dis tu te débrouilles, tu vois comment, tu connais, tu es du milieu, tu connais tout le monde, à toi de voir où peut-on faire montrer ça. Et croisant les doigts, peut-être que... On va dire à bon entendeur. Voilà, à bon entendeur. Halim Zenati. Vous aurez certainement remarqué que c'est l'ouvrage de Rachid Hamatou qui nous a réunis ce soir. Je vous rappelle encore une fois, raconte-moi les Aurès. Question réaction cultureclub@20tv.dz. Bonsoir Abdelhalim Bouhalfa. Merci d'être avec nous ce soir, artiste peintre. Vous êtes de retour sur notre plateau pour nous parler de cette exposition qui se déroule donc à la galerie Ifrou. Ça va se poursuivre jusqu'à la fin de ce mois et qui a pour titre Hommage. Hommage, je le disais au sommaire de l'émission, avec un S. Ce sont plusieurs hommages. Hommage aux maîtres qui ont construit vos univers. Hommage à ceux qui ont nourri vos créations. Vous parlez de votre père, de votre mère, à toutes ces femmes algériennes, mais surtout à ces Algéries-là, celles des années 90, celles des années 2000 et celles d'aujourd'hui. Exactement. Justement, je reviens à notre ami Halim. Moi, j'ai vécu les années 90. Je sais comment ça se passe. C'est pour ça. Je suis parti en 93 en France et j'ai vu qu'il y a des choses. Ça revient après. Quand je suis parti. Ça ressurgit. Exactement. Quand j'étais là-bas, je voyais des choses différemment et ça. Parce que les expositions, comme tu dis, Halim, c'est vrai. On a les moyens en France d'exposer l'Institut du monde arabe. Moi, j'habite 2 mètres de l'Institut du monde arabe. Mais ce n'est pas tous les artistes qui ont de la visibilité, malheureusement. C'est ceux qui ont une notoriété, qui sont réellement depuis de longues années dans la création, qui montrent leur travail à faire. Beaucoup d'Algériens n'ont malheureusement pas la possibilité, hors de nos frontières, d'exposer, de se montrer. C'est vrai, c'est parce que même moi, je suis parti en tant qu'étudiant, je ne vais pas dire de fuir de l'Algérie, comme certains ils disent tout ça, non, mais ce n'était pas par rapport à ça, c'était plus après, quand j'ai terminé mes études des Beaux-Arts, j'avais un projet de terminer mes études. De les poursuivre, de perfectionner votre formation. Exactement. Et là, j'ai trouvé les moyens par même le directeur de l'Institut du monde arabe, le hasard, je le trouve l'extérieur. Et je me rappelle à l'époque, avec mon ex, elle croyait que c'était un ami ou mon prof. Tellement il était simple. Et on a accessible. Hein. Exactement, on a parlé, et voilà, je lui ai dit je suis un artiste, ça tombait bien. Voilà. Alors, hommage aujourd'hui à la galerie Ifrou, il est question de revenir sur certains travaux, certaines réalisations faites il y a de cela quelques années, ou c'est un travail récent. Et vous êtes réellement dans quelle approche? C'est ce que je vous disais au sommaire de l'émission. Dans une approche plus plastique, philosophique, sociologique, photographique, vous êtes dans quoi? Justement, parce que moi je suis un plasticien, je fais la calligraphie de tout. Je fais la calligraphie, la photo, tout ça. Et quand on parle de vous, on pense beaucoup plus à la calligraphie. Je suis connu en tant que calligraphe. Ouais. C'est vrai, en France, je suis connu en tant que calligraphe. J'ai donné des cours de calligraphie au Centre culturel du monde arabe. Je suis parmi les fondateurs de Centre culturel. Mais j'aime bien toucher la photo, la sculpture. En plus, mon diplôme à Alger, c'est diplôme céramique. D'accord. J'ai fait la céramique et je touche la photo, tout ce qui. Je suis un infographiste. Et on voit tout ça dans cette exposition.
on a, comment dire, on peut pas, parce que plusieurs tableaux de vos univers. Je n'ai, mais je m'adapte par rapport la galerie, tout ça, parce que j'ai promis à Amel que je vais exposer chez elle. C'est vrai, malgré c'est petit, moi j'aime bien les grands espaces. Ouais, non, vous êtes, Et par rapport à la douane, tout ça, je peux pas. Là, c'est une autre problématique. Halim Zenati, on revient à vous. Comment? J'ai découvert une solution qui coûte un peu plus cher. Oui. En fait, c'est tirer les pas photos d'argent. sur toile. Sur toile. J'étais à Marseille. Il y avait un photographe parisien qui est venu. Il avait ses photos enroulées à la main. Ce que j'ai fait. Il y a des trous sur les 4 côtés de cette image en toile, avec un gros clou. On les enfonce dans le mur et c'est bon. Et ça pèse même un demi-kilo. Non, j'ai ramené quelques-uns, c'est vrai, quelques œuvres. On peut les appeler. Après, il y a les autres que je les ai réalisées ici. D'accord. Mais c'est votre deuxième exposition en Algérie. La première a eu lieu dans les années 90, bien avant votre départ. Je ne vous cache pas, ça fait 2 ans que je me bats pour exposer un exemple la Villa d'Abdelatif ou le Palais de la Culture. Mais je suis désolé, malheureusement, oui. Et pourtant, vos œuvres sont d'une beauté, de beauté extrême. On peut dire, j'ai pris un engagement avec Amel, c'est pour marquer le coup. Deuxième exposition de 93 à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en ce qui vous concerne? Donc c'était à Jahidia, si mes souvenirs sont bons. Jahidia, avec qu'on était juste à la fin de mon diplôme, tout ça. Et quelques mois avant votre départ. Voilà, exactement. Et on a voulu faire monter en même temps une atelier céramique avec Tahar Outar, Allah yahmou, tout ça. Et il m'a poussé, c'est vrai. Mais il a voulu que je reste ici en Algérie, tout ça. La douleur est encore là dans cette exposition, de cette Algérie tourmentée? Elle est toujours là. Elle est toujours là. Et on peut dire, mon travail, généralement, c'est par rapport à la nostalgie aussi. Oui. La nostalgie, l'éloignement, tout ça. L'exil. L'exil géographique et l'exil intérieur. Exactement. Ça, c'est mon travail. On va le ressentir. Moi, je préfère de la personne, l'inviter, et voir mes œuvres et voir l'installation que... Moi, je ne suis pas l'habitude de parler. Je préfère Vous n'aimez pas parler de vos... J'aime pas parler de moi, déjà. D'accord. Mais là, vous êtes dans l'obligation de le faire. Je suis obligé. Heureusement, j'ai ramené Amel avec moi. Oui. Amel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On voulait également vous rendre hommage. Un an comment dire, d'un travail acharné, je le rappelle encore une fois, en direction des grands curieux que nous sommes. Vous n'avez pas arrêté un seul jour. J'arrive pas. Impossible. Impossible. Et vous... Je suis passionnée. Ouais. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne dors pas. Je dors 3 heures. Vous me disiez, je suis condamnée à avancer. Ah oui. Ouais. Tellement j'adore l'art. C'est une atmosphère. Déjà, j'aime pas un mot galeriste. C'est très protocolaire. Moi, j'aime passionné. Déjà, la galerie, je dis, le lieu, un espace pour les passionnés. J'ouvre, c'est-à-dire pour le banc et le moins banc. C'est pour tout le monde, les passionnés. Un an, c'est comment dire, c'est trop court pour parler tellement le. Ça va vite. Oui, j'ai pas constaté c'était 1 an. Ouais. Bientôt 1 an. Parce que pour moi, c'est donner, partager, et l'échange entre artistes, écrivains, philosophes. Au moins une dizaine d'expositions, il faut également le dire à nos téléspectateurs. Je n'ai pas compté. À peu près, ou un peu plus. Ouais. Oui, mais malheureusement, vous me le disiez pour la préparation de cette émission, les ventes ne suivent pas. Non. L'Algérien n'achète pas. Personne n'achète. Oui. Ouais. C'est une crise. Karim, excusez-moi, on a parlé hier. Je lui ai dit, franchement, si je viens chez toi à la galerie, dans ma tête, c'est pas pour vendre. Moi, pour vendre. C'est pour renouer un contact. Exactement, pour renouer un contact, pour garder le nom de Boukhalifa, tout ça. En France, je peux vendre 10 fois que ce que je vends peut-être ici. Moi, je suis venu pour... c'est pas pour vendre directement. Mais pour rencontrer votre public. Voilà, c'est tout. Et pour le partage. Si vous vendez, c'est tant mieux. Comment? Si vous vendez, c'est tant mieux. Oui, bien sûr. Oui. Pas de problème. Et comment vous arrivez justement à activer encore 1 an après?
c'est-à-dire pour les charges, le loyer par exemple, c'est mon cher mari. Ouais. Et c'est pour fonctionner pour la galerie, c'est des ateliers d'apprentissage, des formations en décoration d'intérieur. Vous ouvrez pratiquement 7 jours sur 7. Hein. Oh oui, je travaille vendredi, je travaille samedi, toute la semaine. L'exposition qui vous a le plus marqué, ou l'artiste qui... Ah non, chaque artiste a son univers. Sa singularité. Et chaque artiste, c'est-à-dire son univers artistique et sa personnalité. Et moi, j'étais une personne solitaire, je crois. C'est-à-dire, j'avais pas beaucoup de relations avec les gens, je suis dans mon coin. Et le jour où Karim Selgoua m'a poussé à ouvrir cet espace, il m'a dit, mais il faut commencer à connaître l'être humain. Les premiers temps, c'était difficile pour moi. Les artistes, chaque artiste avec sa personnalité, son caractère. C'était très dur. Mais après, non, j'ai commencé à aimer l'univers. Puis c'était son nom quand même. Qui? Karim, hein? Ah, Karim Selgoua, oui, Karim Selgoua. Comment vous approchez l'année 2020? Quels sont réellement les grands rendez-vous que vous nous fixez, Amel Barra Qasmi? Pour 2020, alors, ah oui, ça, à partir de février, je vais, c'est-à-dire faire des rencontres philosophiques, c'est-à-dire dans mon univers. Parce que moi, j'ai un univers, il y a le mot, la musique et la couleur et la forme. Et j'aime bien ce partage et l'échange entre ces éléments. Et j'essaye un an d'apprentissage, c'est pas de travail, c'est que d'apprentissage, parce que j'ai pas fait de la formation de galeriste, d'apprentissage, et en même temps j'essaye à créer cet univers que je veux et à partir de février, il y aura des débats philosophiques entre, justement, j'ai eu du mal à réunir un philosophe et un écrivain pour faire ce débat entre, c'est-à-dire sur l'œuvre, par exemple artistique. C'est l'œuvre. Disséquer, analyser. Analyse philosophique et analyse littéraire. Et pour ça, pour le public, parce que moi, mon travail, c'est le public. Faire connaître les métiers, faire... Donc c'est plus les rencontres philosophiques que vous allez organiser à partir du mois de février. Il y aura des rencontres philosophiques, les expositions, les ateliers, des ateliers d'apprentissage. Je vais faire comme... je suis designer d'espace. Des ateliers de décoration intérieure, design mobilier, art-thérapie en terre cuite, il faut toucher la matière, et la peinture pour la couleur aussi la matière, la musique, le chant lyrique. Ah, j'adore moi ça, l'opéra. Vous nous donnez le vertige. C'est un petit espace, mais moi c'est pas la limite, c'est pas un espace limité. Moi, c'est un univers. Je l'ai dit la première. Vous brisez les frontières. Non, il n'y a pas de frontières. Voilà. Non, il n'y a pas de frontières. Déjà, j'ai peint en blanc comme la lumière du paradis. Et après, les âmes des artistes viennent colorer. Abdelhalim, je me rappelle encore une fois, Boukhalfa, cette exposition donc, va prendre fin à la fin de ce mois à la galerie Ifrou. Mais où est-ce que vous êtes réellement dans cette réflexion de nomadisme, c'est-à-dire la faire voyager sur l'ensemble du territoire ou même hors de nos frontières? Justement, cette exposition, moi je l'ai appelée, c'est une exposition itinérante. Et la prochaine, ça va être à Rabat. Et je l'ai déjà fait à Lille, c'était avec Centre culturel du monde arabe. Et justement, j'ai travaillé avec comment il s'appelle, le chanteur, notre ami Boualem Chakar. On a collaboré, tout ça. Et j'ai rendu un hommage aussi comme je suis calligraphe, je connais même pas la langue berbère, et j'ai essayé de m'imprégner sur ça et
Et j'ai mélangé. Et réaliser des œuvres. Exactement. À travers la voix et surtout le verbe de Boualem Chaker. Exactement. Qui adore la femme, qui a je ne sais combien Demain, de... il sera l'invité d'honneur. L'invité d'honneur. Oui, Donc à Ifrou, je le rappelle encore une fois. Raconte-moi les Aurès. Je le rappelle encore une fois, le bel ouvrage de Rachid Hamatou. Ça a été réalisé avec l'étroite collaboration donc, du Haut Commissariat à la Misérité. Je tenais d'abord à vous remercier d'avoir fait le voyage. Betna, Alger, merci beaucoup. Longue vie à cet ouvrage que chacun de nous doit avoir, offrir, mais également s'offrir Rachid Hamatou. Un grand merci à vous, Sabri Sultan. Oui, merci pour cette invitation. Mais c'est pour rappeler que après-demain, le mardi, le 21 janvier, et à l'occasion du Salon du Livre de Tizi Ouzou, je serai à la Maison de la Culture pour une bonne dédicace de mon livre traduit Lella. Et j'invite les... Paru aux éditions Enag. Enag. Voilà. Merci beaucoup, je le rappelle encore une fois, Sabri Sultan, un grand merci, Halim Zenati. Je le rappelle encore une fois, cette exposition qui va se dérouler donc en Suisse et qui va encore une fois nous raconter l'histoire de la photo algérienne des années 50 jusqu'à ce jour, et un hommage par la même occasion à Nasser Metchkan, grand photographe de talent qui nous a quittés il y a seulement quelques semaines. J'attends la réponse de sa fille, parce que c'est elle qui a ses archives. Hier, on m'a dit son frère, il est à tel endroit, mais comme je ne le connais pas, j'ai beau regarder, mais je me suis dit, il faut qu'il ait sa place. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Halim Zenati. Merci également à Abdelhalim Bouhalfa. Je vous rappelle l'exposition, donc hommage avec un S, va se dérouler jusqu'à la fin de ce mois, donc à la galerie Ifrou. Et puis après, un petit peu partout dans le monde. Nous laisserons tout ça, bien sûr, sur notre adresse mail. Et puis un grand merci, Amel Barak Kasmi, longue vie, je le rappelle encore une fois, à Ifrou Galerie. Je reviens justement après, quand je passe à Rabat et Bruxelles, je reviens à Alger, ne vous inquiétez pas. On ne peut jamais la quitter. Ça va être avec, justement, ça va être le 9 mai avec comment il s'appelle, le musée de la calligraphie. Merci. Voilà. Un grand merci à vous. Même quand on la quitte, vous aurez le dernier mot. Elle se rappelle à nous. Quand on quitte Alger, elle se rappelle à nous. Elle nous appelle. Merci de votre fidélité au programme de Canal Algérie en général et de cette émission en particulier, bien sûr. Votre vol de nuit a pour nom donc Culture Club, qui fait dialoguer, rencontrer, confronter tous les agitateurs de la scène culturelle. Alors si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, sachez qu'elle sera rediffusée le vendredi matin autour de 10h55. Sinon, gardons le contact sur la page de l'émission cultureclub@20tv.dz et sinon replay sur toutes les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Que pourrais-je vous souhaiter une bonne et douce nuit et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à vous, merci de votre fidélité, à la semaine prochaine.